Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron, c'est le vagabond qui vous parle et aujourd'hui on va parler jeux et on va parler Trône de Fer avec la sortie prochaine des boîtes Héros Baratheon 3 et 4. Avant de commencer, quelques petites choses, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire même si c'est pour me contredire, me corriger, il n'y a aucun souci avec ça, on est là pour échanger. Deuxième point, si vous êtes du genre à aimer découvrir ce qu'il y a dans une boîte en l'ouvrant vous-même, ne regardez pas cette vidéo car je vais dévoiler le contenu des deux boîtes. Et on commence avec la boîte Hero 3 consacrée à la faction Stannis. Dans cette boîte, vous avez deux généraux, un en cavalerie, un en infanterie, vous avez 3 attachements infanterie et 2 UNC. Le premier général, c'est Stannis, roi du mur. Alors il est cavalerie, ça limite vos choix. Il a un ordre, incité, donc quand son unité effectue une attaque de mêlée, avant de lancer les dés, il gagne cruel et jette sa plus haute valeur de dés. Alors, ce qui fait que, comme il est cavalerie, ça limite les choix. Vous avez donc les champions du cerf, en Baratheon, ou sinon vous avez les neutres. Alors les neutres, vous avez les écorchés de la maison Bolton, mais ils ont déjà cruel, donc ça fait redondant, ça marche pas. Vous avez les chevaliers errants. Personnellement, je ne trouve pas particulièrement performants. Les chevaliers errants sont intéressants en attachement, pas trop en unité. Et vous avez les Gugus sur zèbre, que personnellement j'aime pas, mais ça s'est entendu puisque je les ai appelés les Gugus sur zèbre. Donc, avec des champions du cerf, bah, ça marche très bien, puisque ça vous ferait en charge 7 attaques, coup critique cruel. C'est pas mal du tout. En plus de ça, il a Stubborn Tenacity, donc à chaque fois qu'il réussit un test de panique, un ennemi engagé prend une blessure. Bon, ça se prend. À côté de ça, donc il a ses cartes tactiques. Donc la première, quand un ennemi finit une manœuvre, une marche ou une retraite, il peut cibler une cavalerie alliée à longue portée et qui peut charger cet ennemi. Et il fait une charge. Si la charge est réussie, au lieu d'effectuer une attaque de mêlée, l'ennemi devient paniqué et il prend 2 touches pour chaque rang de l'unité. Ouais, alors vous allez voir, il y a à peu près la même pour Renly. C'est intéressant, ça peut couper l'action d'un joueur, ça peut le surprendre, ça peut mettre à l'eau son round. C'est à bien jouer. On passe sur la seconde, donc c'est quand une unité de cavalerie amie non engagée s'active. Une fois pendant ce tour, si cette unité effectue une manœuvre, elle gagne plus 3 en mouvement pour cette manœuvre. Puis elle devient vulnérable. Alors devenir vulnérable, c'est pas grave, il y a pas mal de choses pour retirer des tokens, mais gagner 3 en mouvement, ouais, votre unité de champion du cerf, elle fait une manœuvre à 7 au lieu de faire une manœuvre à 4. Ça peut permettre de faire une charge que votre adversaire pensait impossible. C'est intéressant. Et ensuite, vous avez quand une unité de cavalerie amie effectue une retraite. Avant de jeter le dé de retraite, les ennemis avec lesquels elle se désengage ne peuvent pas pivoter. Après avoir effectué la retraite, l'unité peut effectuer une manœuvre. Et si la cible c'est l'unité de Stannis, il récupère un des 3 points de vie, plus 1 pour chacun de ses rangs détruits. C'est pas mal du tout comme carte. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est très très intéressant. Si en plus de ça, vous faites la retraite en prenant le cavalier sur le tableau politique, derrière ça veut dire que vous pouvez encore jouer vos champions du cerf. C'est très très intéressant. Mais voilà, il y a au moins 2 des cartes qui vont se consacrer à une unité de cavalerie. Sachant que les champions du cerf ça coûte 8 points, donc vous allez certainement jouer qu'un. Vous avez donc 2 cartes consacrées à votre unité de champion du cerf. Ah bon. C'est intéressant, ça change un peu le jeu Baratheon. On enchaîne avec Justin Massey, le souriant, très joli surnom. Donc il est général infanterie, il a comme ordre reposition tactique. Donc au début d'un tour ennemi, il peut cibler une unité alliée à courte portée et lui faire faire un shift 3. C'est toujours utile.
Il a aussi présence aspirante, donc le moral de son unité est fixé à 5+. Et en carte, donc il a support précieux. Après qu'un ennemi a effectué une attaque de mêlée, on peut cibler le défenseur. Il retire tous ses tokens, ça c'est fort. S'il a un rang détruit, il récupère un point de vie. S'il en a 2, il en récupère 3. Et si c'est l'unité de Justin, il en récupère un de plus. C'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, on a regroupement et reformation. Au début d'un tour allié, on peut cibler 2 unités d'infanterie à longue portée l'une de l'autre et retirer jusqu'à 4 figurines de l'une pour les donner à l'autre. Et on peut aussi déplacer un attachement de l'une vers l'autre ou intervertir 2 attachements. C'est une carte qu'on retrouve dans d'autres factions. Ça peut toujours servir. Et la dernière, c'est retraite soudaine. Après qu'un ennemi a complété une attaque, on peut cibler le défenseur qui effectue une retraite. Et si c'est l'unité de Justin, on peut relancer le dé de retraite. Voilà. C'est intéressant. Je pense qu'on peut jouer Justin avec pas mal de choses différentes. On passe à Justin en attachement. Il coûte 2 points. Et il a 2 ordres. Donc il a plan de bataille. Au début de n'importe quel tour, on peut défausser 2 cartes tactiques pour aller en chercher une et la mettre dans sa main. Et ça, c'est très très fort, puisqu'on peut aller vraiment chercher la carte tactique dont on a besoin. Et l'autre ordre, c'est quand cette unité s'active, on peut cibler un ennemi à longue portée et lui mettre un token affaibli. Bon, après, il coûte 2 points. Mais pour 2 points, vous êtes sûr d'avoir la carte dont vous avez besoin. On passe à Dale Seaworth, donc il coûte 1 point. Il a la règle vassal de Davos, donc il compte comme étant Davos Seaworth quand il est ciblé par des cartes tactiques. Donc il faut jouer Davos général. Il a 2 cartes qui mentionnent Davos. Bon. Après, bon, il a contre-attaque. Contre-attaque, c'est pas mal. Mais c'est encore mieux quand c'est avec une unité qui peut assurer la contre-attaque. Et bon, bah, je vois pas trop avec quoi le jouer en fait. Bah, déjà pas avec des gardiens parce qu'ils ont contre-attaque. Donc ça va. Si quelqu'un a une idée, je prends. On continue avec Brian Ferring. Donc il coûte 1 point. Il a véritable conviction. Si cette unité est Baratheon, à chaque fois qu'elle attaque un ennemi avec plus de rang, elle peut relancer ses dés d'attaque, en mêlée et au tir. Et protection de la couronne, tant que vous contrôlez la couronne, à chaque fois que cette unité est attaquée, elle peut relancer ses dés de défense. C'est intéressant, mais les deux sont conditionnels. Dans un premier cas, il faut que l'ennemi ait plus de rang que vous, et dans le second cas, vous devez posséder la couronne. Donc, c'est à voir. On continue avec les UNC et Patchface. Alors lui, il coûte 4 points et il commence la partie avec 3 jetons ordre. Au début de n'importe quel round, on peut dépenser un jeton ordre. Si on le fait, on nomme une carte tactique. Si votre adversaire a une ou plus cartes tactiques avec ce nom dans sa main, il doit en défausser une. C'est fort si vous connaissez très bien le jeu et que vous ne voulez pas que votre adversaire joue une carte qui pourrait vous retourner le board. Après, si vous ne connaissez pas très bien le jeu, il faudrait que votre adversaire aille chercher des cartes et que vous sachiez quelle carte il va chercher. Ou encore qu'il récupère des cartes dans sa défausse. Donc ça, je pense que dans les mains d'un très bon joueur, quelqu'un qui connaît très bien le jeu, ça peut être très très fort. Et le dernier de la boîte, c'est Cressen, maître de Père Dragon. Il coûte 5 points. Il a sacrifice pour le roi. Au début de n'importe quel round, vous pouvez activer Cressen. Si vous le faites, détruisez Cressen à la fin du round. Donc ça, en fin de partie, ça peut permettre de voler une place sur le plateau politique si vous n'êtes pas premier joueur. Et de changer le cours de la partie. Et en deuxième capacité, il a, à chaque fois que Cressen réclame la couronne, il peut remplacer l'effet de la zone par piocher 2 cartes tactiques et mettez un token sur une unité ennemie. C'est l'effet des enveloppes. Après, bon, il coûte 5 points. Moi, j'ai toujours un peu de mal à placer des UNC qui coûtent 5 points. Donc, je vous laisse voir. C'est au tour de la boîte Hero 4. Donc, une boîte consacrée à Renly.
avant de continuer, je tiens quand même à signaler que je ne suis pas du tout un spécialiste de la faction Baratheon, hein, ce que je vaut pas grand chose, je ne fais que donner un avis, puis surtout j'apporte une traduction des cartes pour ceux qui ont un peu de mal avec l'anglais. Donc cette boîte, elle contient 8 figurines, dont Renly et les membres de sa garde d'honneur, sa garde royale, la garde arc-en-ciel. Les figurines sont très jolies. Bon, par contre, tout comme la couturière, ça a dû bien la faire chier de faire des capes avec 7 couleurs différentes. Bah, amusez-vous à peindre des capes avec 7 couleurs différentes. Vous avez donc en général infanterie Renly Baratheon, roi du sud. Il a Swift Strike. Donc, après avoir complété une attaque de mêlée, cette unité peut effectuer une retraite. Et il a réclamé le royaume. À chaque fois que cette unité est ciblée par une capacité ou une carte tactique amie, vous comptez comme contrôlant la couronne et les enveloppes pour cet effet. Il y a pas mal de cartes Baratheon qui fonctionnent avec la couronne et les enveloppes, c'est très très bien. Ensuite, en carte tactique, il a les chevaliers de l'été. Au début d'un tour ami, on peut cibler une unité de combat alliée. Cette unité effectue un test de morale. Pour chaque zone parmi la couronne et les enveloppes que vous contrôlez, vous avez plus 1 à votre G. Sachant que si c'est sur l'unité de Renly, vous les avez. Vous avez le plus 2. Sur un succès, chaque ennemi engagé avec cette unité effectue un test de panique. Voilà. Ensuite, vous avez, celle-là va être très intéressante, c'est quand une unité non combattante ennemie réclame une zone, après avoir résolu l'effet de la zone, on peut déplacer l'UNC vers une zone vide. Si on la déplace depuis la couronne ou les enveloppes, l'adversaire peut cibler une de nos unités et elle devient vulnérable. Si on la déplace depuis les épées ou la bourse, notre adversaire peut cibler une de nos unités et elle devient paniquée et effectue un test de panique. Alors c'est très très intéressant puisque votre adversaire peut essayer de vous empêcher d'avoir une zone, mais grâce à cette carte vous allez pouvoir la récupérer quand même. Alors dans le premier cas, pour la couronne et les enveloppes, il vous met un token vulnérable, c'est pas bien grave, il y a plusieurs moyens de retirer un token. Dans le deuxième, c'est un petit peu plus gênant puisque il vous met un token paniqué et vous faites un test tout de suite. Bon. Mais c'est vraiment une carte très très intéressante. Et la dernière, c'est la même que celle de Stannis. Donc quand un ennemi finit une manœuvre, une marche ou une retraite, on peut cibler une infanterie alliée à longue portée qui peut charger cet ennemi. Elle devient vulnérable et effectue une action de charge sur cet ennemi. Si elle réussit sa charge, à la place d'effectuer une attaque de mêlée, l'ennemi subit deux touches pour chaque rang de cette unité. Et si ça cible l'unité de Renly, on peut relancer le dé de charge. C'est très très intéressant, c'est vraiment un contre. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit pour Stannis, c'est une carte vraiment très intéressante. Et on passe à la garde arc-en-ciel. Alors, la garde arc-en-ciel, elle a 8 points de vie. Ça fonctionne comme la garde royale de Joffrey. Vous avez une unité avec 8 figurines et 4 bannières. À chaque fois que vous activez l'unité, vous pouvez dépenser une bannière pour gagner un effet. Alors, j'ai pas la carte, je ne l'ai pas retrouvée. Mais par exemple, vous pouvez gagner coup critique fracassé, ou cruel, ou regagner 2 points de vie. Et il y a encore un autre effet, je ne sais plus ce que c'est pas bien grave. Vous avez ça, cette unité qui a un mouvement de 5, pour une sauvegarde à 3+, c'est bien. Généralement, quand vous avez une sauvegarde à 3+, vous avez mouvement 4. Morale 5, qui plus est, les unités à portée courte peuvent utiliser ce moral. Voilà, ils ont persévérance et valeur. Donc à chaque fois qu'ils effectuent une attaque de mêlée, avant de lancer les dés, ils récupèrent un point de vie. Ils touchent sur 2+, ils ont toujours 7 dés. Moi, j'ai une unité sympa, j'ai bien aimé jouer avec. Je l'ai testé donc dans le Twitch de jeudi soir, à part que j'ai pas eu de chance sur un effet de jeu, mais c'est pas grave. Je la réessayerai une fois.
avec en plus, vous la jouez avec Renly, donc vous avez la retraite après avoir attaqué, ce qui peut vous sauver. Non, je pense que c'est une très très bonne unité. Il faut l'essayer, hein. Moi j'ai bien aimé la jouer. Alors, dernière ligne droite de la vidéo, donc tout comme la garde royale, tous les gardes arc-en-ciel sont jouables en attachement. On commence avec Brienne, elle fait 1 point et son effet c'est qu'à chaque fois qu'elle est attaquée, elle gagne un jeton ordre. Et les attaques de mêlée de son unité gagnent les règles suivantes selon le nombre de tokens qu'ils ont. Donc 1 token cruel, 2 tokens fracassés et 3 tokens ou plus, ils lancent leur plus haute valeur de dés d'attaque et ils peuvent relancer ces dés. Et ça se cumule. Hein, donc quand vous avez 3 tokens, vous avez tout. Vous avez aussi le fracassé et le cruel avec. Donc moi je trouve que c'est un très bon attachement. C'est pas trop conditionnel. Dès la première fois où vous vous faites attaquer, vous gagnez quelque chose. Voilà. Donc Brienne, je dis oui. Autour de Loras Tyrell, seigneur commandeur de la garde arc-en-ciel, coûte 1 point et il a Diddly Bloom. Donc à chaque fois que son unité récupère des points de vie, il cible un ennemi engagé avec lui qui prend une blessure. Donc vous pouvez le jouer avec n'importe quelle unité d'infanterie sauf les chevaliers de la rose, puisqu'ils ont déjà cette règle. Voilà, je trouve pas ça non plus hyper transcendant. Payer 1 point de plus pour avoir ça, pour mettre avec quoi finalement. Ensuite c'est à Parman Crane, donc lui il s'appelle Parm et il est violet. On sent qu'il y a eu un souci de cohérence. Il coûte 1 point, il a cri de ralliement, donc à chaque fois que son unité effectue une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, on cible une unité alliée à longue portée et on lui rend 2 points de vie. J'aime beaucoup cri de ralliement, c'est une très très bonne règle. Donc là il faut le mettre dans une unité qui va aller à la marave, qui va aller au CAC, pour rentabiliser Parman. Moi je l'aime bien celui-là, à essayer aussi. Bryce Caron maintenant. Alors, l'ordre c'est Taunt, donc quand un ennemi à portée courte s'active, si cet ennemi peut charger cette unité, il doit effectuer un test de morale avec -1 à son lancer pour chaque rang restant à l'unité de Bryce. S'il échoue, il doit effectuer une action de charge sur l'unité de Bryce et c'est son action du tour. C'est pas évident à jouer, Taunt. De toute façon, en plus si comme moi vous jouez contre Balthazar, il va réussir le test de morale, donc il fera ce qu'il veut. Je suis pas fan de Taunt, mais ça peut changer beaucoup de choses. C'est ça aussi qui est bien avec le trône de fer, c'est quelque chose que quelqu'un n'arrive pas à jouer, un autre va très bien le jouer, et vous allez penser qu'un truc est nul, et dans les mains d'un joueur c'est très fort, enfin ça dépend, c'est vraiment ce qui est très très intéressant avec ce jeu. Aemon à présent, donc lui il coûte 1, et il a Vengeance de la Couronne, donc après que cette unité a été attaquée avec une attaque de mêlée, si vous contrôlez la couronne, l'attaquant prend une blessure plus une blessure pour chacun de vos rangs détruits. Ça peut faire mal. C'est pareil, c'est situationnel. Ça serait très fort si vous aviez Geoffrey Baratheon, mais Geoffrey Baratheon, vous pouvez pas le jouer dans une armée Baratheon. Donc il faut s'arranger pour avoir la couronne, ou un effet qui fait qu'on a la couronne. Et oui, donc après il faut aussi avoir perdu des rangs pour que ce soit significatif, et puis après il faut pouvoir soigner son unité pour pas la perdre. Donc, vous me direz hein, si c'est fort. C'est au tour de Guyarn Morrigan, il coûte 2 points, il a contre-attaque, donc à chaque fois que cette unité est attaquée avec une attaque de mêlée, pour chaque raté, l'attaquant subit une touche. Bon, si vous pouvez mettre des affaiblis, c'est bien. Après, je vois pas, il n'y a rien en Baratheon qui met -1 pour toucher. Mais bon, avec un affaibli, c'est toujours intéressant. Et il a Dauntless, donc à chaque fois que cette unité réussit un test de morale, elle regagne 1 point de vie. Oui, et pourquoi pas avec des chevaliers de la rose, puisque quand ils regagnent 1 point de vie, ils remettent une blessure. Bon. Mais ça coûte 2 points, du coup ça ferait des chevaliers de la rose à 9 points. Perso, ça me ferait mal de jouer des chevaliers de la rose à 9 points. Et on termine avec Robert Royce, Robert le Rouge. Il coûte 2 aussi, il a charge furieuse.
Donc les ennemis chargés avec succès deviennent vulnérables et Reckless Strike, donc les attaques de mêlée de l'unité gagnent coup critique et précision, c'est très très fort. Par contre, pour chaque dé d'attaque qui donne un 1, vous subissez une blessure. Avec quoi on pourrait le jouer? Bon, peut-être des sentinelles Baratheon? Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est très fort. Coup critique précision, je me souviens d'avoir eu coup critique précision une fois contre des chevaliers Castral Rock, ils sont repartis en boitant. Et donc voilà, j'ai fait le tour des deux boîtes. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah encore une fois, je me pose pas en spécialiste de la faction Baratheon, mon avis vaut ce qu'il vaut, vous pouvez le critiquer. Si je dis une bêtise, n'hésitez surtout pas à me corriger. Si vous êtes gentil, bah vous pouvez vous abonner, liker, laisser des commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un bon week-end, un bon réveillon du nouvel an et tous mes voeux pour l'année 2023. À bientôt.